Imaginez la scène. L'écho d'un cri transperce les couloirs de pierre du château de Bledsoe par une nuit glaciale de l'hiver 1457. Dehors, la neige tombe silencieusement sur la terre durcie du Bedfordshire, mais à l'intérieur de ces murs, le calme est brisé par le son déchirant d'une enfant forcée de devenir mère trop tôt. À la lumière vacillante de quelques bougies, le corps fragile de Lady Margaret Beaufort, âgée de seulement 13 ans, se tord dans une douleur insupportable. Ses petites mains s'agrippent avec désespoir aux draps tachés de sang, tandis que les sages-femmes murmurent des prières en latin, craignant que la mort n'emporte la mère et l'enfant. Ce n'était pas une femme faite et mature qui gisait dans ce lit, mais une enfant, dont le corps était encore en pleine croissance, et pourtant le destin exigeait d'elle qu'elle mette au monde un fils destiné à changer l'histoire de l'Angleterre. Chaque contraction semblait la briser. Chaque vague de souffrance la rapprochait de l'abîme. « Elle est trop jeune », murmuraient les sages-femmes, conscientes que la nature était poussée au-delà de ses limites. L'air de la pièce était épais, chargé de la fumée des herbes brûlées pour apaiser la douleur, mais ni la médecine, ni les prières ne semblaient suffisantes. À cet instant, personne ne pensait à la grandeur, aux dynasties ni au trône. Tout se réduisait à la lutte désespérée pour survivre à une nuit interminable. Cependant, l'ironie du destin planait sur toutes les personnes présentes. De cette souffrance naîtrait un enfant qui mettrait fin à la guerre la plus sanglante que l'Angleterre ait connue, et qui fonderait la puissante dynastie Tudor. Ce que peu comprirent alors, c'est que cet enfant, brisé dans son corps mais pas dans son esprit, était destiné à devenir l'une des figures féminines les plus décisives de l'histoire médiévale. La tragédie qui marqua son enfance serait, en même temps, la graine d'un héritage qui transformerait des royaumes entiers. Lady Margaret Beaufort est née en mai 443 au sein d'une famille marquée par la grandeur et la tragédie. Son lignage n'était pas n'importe lequel, le sang des rois coulait dans ses veines, car elle descendait de Jean de Gand, duc de Lancastre, fils d'Édouard III d'Angleterre. Dès sa naissance, Margaret fut consciente, bien que trop jeune pour le comprendre pleinement, que cet héritage pouvait être à la fois un don et une condamnation. Son père, John Beaufort, premier duc de Somerset, avait été un commandant au service de l'Angleterre dans la phase finale de la guerre de Cent Ans. En France, il fut témoin de l'effondrement, une à une, des victoires obtenues avec tant de sacrifices par Henri V. Et à chaque défaite, son esprit se consumait. Des années plus tard, à son retour en Angleterre, en 444, les courtisans le décrivirent comme un homme vaincu, les yeux enfoncés et les mains tremblantes, un vide dans le regard. À peine un an plus tard, il fut retrouvé mort dans ses appartements. La version officielle parlait de fièvre, mais les rumeurs couraient vite. Certains disaient qu'il s'était suicidé, incapable de supporter le poids du déshonneur. D'autres chuchotaient sur le poison et les trahisons. Ce qui est certain, c'est que Margaret devint orpheline de père alors qu'elle n'avait qu'1 an. Sa mère, Margaret Beauchamp de Bledsoe, comprit immédiatement la fragilité de la situation. Dans une Angleterre où le pouvoir se tissait d'alliances et de mariages, la veuve savait que la survie de sa fille dépendait d'assurer son avenir le plus tôt possible. Ainsi, quand Margaret était encore une enfant, elle fut promise en mariage à John de la Pole, fils de l'influent duc de Suffolk. L'engagement semblait un coup parfait. 2 familles puissantes unies, un avenir assuré. Mais la politique médiévale était instable, changeante comme le sable sous les pieds. En 450, le duc de Suffolk tomba en disgrâce après avoir négocié la paix impopulaire avec la France. Et alors qu'il tentait de fuir vers le continent, il fut capturé et brutalement assassiné dans la Manche. À coups maladroits d'une épée rouillée, il perdit la vie, et avec lui s'effondrèrent les promesses d'avenir de son fils, et de Margaret. Du jour au lendemain, cet engagement écrit avec solennité et scellé avec des blasons familiaux ne valait plus qu'un morceau de parchemin déchiré. Ce fut alors que la jeune Margaret apprit la première leçon qui marquerait toute sa vie. Dans le monde de la noblesse, le destin pouvait basculer en un instant, et la survie dépendait de la capacité d'adaptation. Son sang royal l'est transformé en un trésor pour certains, et en une menace pour d'autres, et ce double tranchant accompagnerait chaque pas de son chemin. Le destin de Margaret prit un nouveau tournant en 1455. Elle avait à peine 12 ans lorsqu'elle fut donnée en mariage à Edmund Tudor, comte de Richmond.
L'union fut célébrée dans le même château de Bledsoe où elle avait passé son enfance, sous des tapisseries racontant les gloires de ses ancêtres Beaufort et devant la tombe de son grand-père, comme si l'histoire elle-même voulait lui rappeler le poids du sang qu'elle portait. Edmund était un homme endurci par la guerre et la politique, âgé d'un peu plus de 20 ans. Il avait grandi à la cour, connaissait le pouvoir et les intrigues, et était prêt à utiliser ce mariage comme un instrument politique de plus. Margaret, en revanche, laissait à peine derrière elle les jeux de l'enfance, avec un corps encore en croissance et une âme innocente qui ne parvenait pas à comprendre les véritables dimensions des vœux qu'elle prononçait. À cette époque, il n'existait pas de concept d'attente de la maturité physique pour consommer un mariage. Une jeune noble n'était considérée que comme un véhicule pour les alliances et les héritiers. La nuit de noces marqua Margaret de manière indélébile, un traumatisme silencieux qui l'accompagnerait le reste de sa vie. Elle ne parla jamais de ce qui s'était passé entre ces murs, mais sa dévotion religieuse obsessive et les séquelles physiques permanentes laissèrent une trace indélébile. Peu après, son corps commença à montrer des signes de grossesse. L'étonnement de son entourage se mêlait à une préoccupation évidente. Comment une enfant de 13 ans pourrait-elle supporter un accouchement qui mettait en danger même des femmes adultes ? Sa propre mère, qui avait accouché plus tard et avec moins de danger, voyait avec angoisse la petite Margaret se préparer à affronter une épreuve que la nature elle-même semblait rejeter. Comme si le destin voulait ajouter un nouveau coup, Edmund Tudor ne verrait pas son fils naître. En 1456, au milieu des convulsions de la guerre des Deux Roses, il fut capturé au pays de Galles et mourut dans des circonstances entourées de soupçons. Certains dirent qu'il tomba malade en prison, d'autres qu'il fut assassiné pour affaiblir la cause lancastrienne. Ainsi, Margaret devint veuve à 13 ans, enceinte et seule, piégée dans un monde d'hommes et de guerre qui ne pardonnait pas la faiblesse. Après la mort d'Edmund, la jeune veuve fut placée sous la protection de son beau-frère, Jasper Tudor. Il comprit que cet enfant n'était pas seulement une parente sans défense, elle portait dans son ventre l'héritier possible de la cause lancastrienne. Pour la protéger du chaos de la guerre, il la conduisit au château de Pembroke, sur la côte du pays de Galles, un lieu aussi imposant qu'inhospitalier. Le voyage fut une odyssée. C'était le cœur de l'hiver, les chemins étaient recouverts de boue gelée et d'arbres tombés, et Margaret, le corps affaibli par la grossesse, endurait chaque secousse de la calèche comme des coups de couteau. Ce qui aurait dû être un trajet de 2 jours s'étendit à 5, entre déviations forcées, rivières débordées, et la peur constante d'être intercepté par des hommes armés dont la loyauté était incertaine. Le château de Pembroke, érigé sur un promontoire rocheux, semblait défier l'océan Atlantique qui battait sans relâche les falaises. Ses murs, énormes et froids, offraient une sécurité contre les ennemis, mais aucun confort. Le vent s'infiltrait par chaque fente de pierre, la glace se formait même à l'intérieur des fenêtres, et les feux de cheminée dévoraient le bois sans parvenir à tempérer l'air glacial. Là, entourée de courants glacés et d'ombre, Margaret attendait le moment le plus dangereux de sa courte vie. Les médecins et sages-femmes qui la soignaient étaient alarmés. Son bassin était trop étroit, l'enfant trop grand. Il parlait à voix basse de procédures qui se terminaient presque toujours par la mort de la mère. Jasper Tudor écoutait ces conversations le cœur serré. Si elle mourait, l'espoir de son lignage mourrait aussi. Finalement, en janvier 1457, les contractions commencèrent. Margaret se plia de douleur en marchant le long des remparts, comme le médecin le lui avait recommandé pour renforcer son corps. L'accouchement dura près de 18 heures interminables, pendant lesquelles ses cris déchirants résonnèrent dans tout le château, jusqu'à ce que sa voix se brise et se réduise à des gémissements entrecoupés. La fumée des herbes médicinales emplissait la pièce, les sages-femmes priaient à voix basse et chaque minute semblait rapprocher la tragédie. La sage-femme principale, Dame Gwen, avec des décennies d'expérience, savait que la vie des deux était suspendue à un fil. Avec des mains fermes et l'aide d'autres femmes, elle réussit finalement à guider l'enfant vers le monde. Le silence de quelques secondes devint insupportable jusqu'à ce qu'un cri faible mais clair brise l'air. Henri Tudor, le futur Henri VII d'Angleterre, était né. Margaret, épuisée, à peine consciente, parvint à sentir la chaleur de son fils sur sa poitrine avant qu'il ne soit emporté pour être nettoyé. Elle avait survécu,
mais à un coût dévastateur. Son corps fut endommagé pour toujours. Les déchirures internes furent d'un si grave que les médecins assurèrent qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'autres enfants. À 13 ans, après un accouchement unique et brutal, elle était devenue stérile. Sa convalescence fut lente et douloureuse. Fièvre, infection et cauchemars nocturnes la tourmentèrent pendant des semaines. L'expérience laissa en elle des cicatrices physiques indélébiles et une peur profonde du contact humain. Mais ce qui ne put être brisé, ce fut son esprit. Cet enfant, marqué par la souffrance, commençait à se forger dans le fer froid de l'adversité. La survie de Margaret après l'accouchement fut perçue presque comme un miracle. Mais dans l'Angleterre du XVe siècle, survivre ne suffisait pas. Il fallait trouver le moyen de rester en sécurité au milieu d'un monde dominé par des alliances changeantes et des guerres sanglantes. À peine remise, le corps marqué et l'âme blessée, elle fut conduite à un nouveau mariage, cette fois avec Henry Stafford, fils cadet du duc de Buckingham. Il n'y avait pas de place pour le choix personnel. L'union était un refuge politique, une solution pratique pour protéger ses terres et assurer la position de son fils. Le mariage fut simple, sans le faste ni la solennité qui avait accompagné son union avec Edmund Tudor. Margaret était encore faible, plus préoccupée par la sécurité de son petit Henry que par un époux qui lui était presque un inconnu. Stafford, pragmatique et aux inclinations yorkistes, comprit vite que la clé du mariage n'était pas l'amour, mais l'équilibre politique. Pour lui, cela signifiait l'accès aux possessions de Beaufort. Pour elle, cela signifiait une protection dans un royaume qui se vidait de son sang entre roses blanches et rouges. Durant ces années, Margaret commença à démontrer l'intelligence stratégique qui la caractériserait toute sa vie. Elle apprit à administrer de vastes propriétés, à lire minutieusement les registres financiers et à comprendre le réseau complexe des devoirs féodaux. Mais elle ne se limita pas au domaine domestique. Elle sut tisser des relations avec des dames influentes des deux camps, construisant des ponts là où les hommes ne voyaient que des ennemis. Elle correspondit avec la reine Elizabeth Woodville, épouse d'Édouard IV, tout en envoyant des messages secrets à Marguerite d'Anjou, exilée en France. Cette double loyauté, dangereuse et risquée, fit d'elle une maîtresse de la diplomatie silencieuse. Le prix personnel, cependant, fut douloureux. Son fils, Henri, resta sous la tutelle de son oncle Jasper, au pays de Galles, protégé des fluctuations politiques de Londres. Margaret ne le voyait qu'une ou deux fois par an, et toujours sous des conditions strictes. La séparation était un tourment, mais elle comprit que la distance signifiait la survie. Dans chaque lettre chiffrée, dans chaque petit cadeau envoyé au pays de Galles, elle tentait de maintenir vivante la connexion avec cet enfant qui portait l'espoir de toute une cause dans son sang. Pour surmonter l'angoisse, Margaret se réfugia dans une religiosité intense, presque obsessive. Elle passait des heures à genoux dans la chapelle, récitant des prières jusqu'au sang, convaincue que la souffrance physique pouvait la rapprocher davantage de Dieu. Certains historiens ont vu dans cette dévotion démesurée une réponse au traumatisme, une tentative de donner un sens à une douleur autrement insupportable. Le calme relatif que Margaret était parvenue à construire dans sa vie n'était en réalité qu'une illusion fragile. L'Angleterre était en proie à la guerre civile. La rose blanche d'York et la rose rouge de Lancastre s'affrontaient dans un conflit brutal qui détruisait familles, campagnes et royaumes entiers. La bataille de Saint-Alban en 1455 ne fut que le début d'un tourbillon de sang qui s'intensifia avec le massacre de Taunton en 1461, l'une des batailles les plus sanglantes jamais livrées sur le sol anglais, où des dizaines de milliers d'hommes trouvèrent la mort sous la neige rougie. À chaque défaite, la cause lancastrienne semblait s'effondrer. Le roi Henri VI, instable et faible, se réfugiait dans la folie tandis que son épouse Marguerite d'Anjou luttait avec férocité pour maintenir en vie l'espoir de son lignage. Mais la force yorkiste, dirigée par Édouard IV, grandissait de manière imparable. La défaite définitive arriva en 1471, à la bataille de Tewkesbury. Le jeune prince Édouard de Westminster, unique héritier direct d'Henri VI, tomba mort au combat.
Peu après, Henri VI lui-même disparut dans la tour de Londres, probablement assassiné en silence. Avec la mort du père et du fils, la lignée directe des Lancastre s'éteignit. C'est alors que la figure de Margaret, et surtout celle de son fils Henri Tudor, acquirent un poids inattendu. Aux yeux de beaucoup, cet enfant timide qui grandissait au pays de Galles devenait le dernier rayon d'espoir des vaincus, mais aussi une cible dangereuse. Jasper Tudor comprit que maintenir le jeune Henri en Angleterre équivalait à une condamnation à mort. En septembre 1471, à peine âgé de 14 ans, il fut embarqué de nuit dans un port gallois en direction de l'exil en Bretagne. C'était la seule manière de le sauver de la fureur des Yorkistes. L'adieu fut silencieux et désespéré. Margaret, loin de son fils, reçut la nouvelle quelques jours plus tard. Henri avait quitté sa terre natale et il n'y avait aucune certitude qu'il reviendrait un jour. Pour elle, ce fut comme le perdre une seconde fois. Pendant les 14 années suivantes, elle vivrait séparée de son fils par des mers et des frontières, dépendante de lettres chiffrées, de rumeurs de marchands et de nouvelles apportées par des voyageurs pour savoir s'il était toujours en vie. Chaque jour était une attente angoissante, un fil entre l'espoir et la peur. Au milieu de ce vide personnel, Margaret se transforma. Elle comprit que si elle voulait protéger l'avenir de son fils, elle devait devenir plus qu'une mère. Elle devait être stratège, femme politique et tisseuse d'alliances. C'est pourquoi elle accepta un troisième mariage, cette fois avec Thomas Stanley, l'un des nobles les plus astucieux d'Angleterre. L'Angleterre où Margaret vivait dans les années 1480 était un terrain miné de soupçons et de trahisons. La mort soudaine d'Édouard IV en 1483 ouvrit un vide de pouvoir qui bouleversa tout l'équilibre politique. Son fils, le jeune Édouard V, à peine un enfant de 12 ans, devait occuper le trône. Mais son oncle, Richard de Gloucester, agit avec une rapidité implacable. Il prit ses neveux sous protection et les enferma dans la tour de Londres. Peu après, les enfants disparurent à jamais, enveloppés dans l'un des mystères les plus sombres de l'histoire anglaise. Richard fut couronné Richard III, mais dès le début son règne fut entaché du soupçon d'infanticide. Pour Margaret, cette tragédie devint une opportunité unique. Pour la première fois depuis des décennies, la légitimité yorkiste chancelait, et le nom de son fils Henri Tudor, bien que lointain et discutable, commençait à sonner comme une alternative viable. Avec une audace presque téméraire, Margaret se lança dans la conspiration. Par l'intermédiaire de l'évêque John Morton et d'un réseau d'exilés lancastriens, elle échafauda des plans pour un soulèvement qui unirait d'anciens ennemis contre l'usurpateur. Son objectif n'était pas seulement de détrôner Richard, mais de couronner son fils roi d'Angleterre. Les préparatifs étaient complexes. Ils exigeaient de l'argent, des bateaux, des troupes, et surtout une coordination entre la Bretagne et l'Angleterre. Lettres codées, messages cachés entre les lignes commerciales, promesses faites en secret, chaque mouvement plaçait Margaret au bord de la trahison ouverte. Et effectivement, en octobre 1483, la rébellion éclata. Henri devait débarquer avec une armée dans le Devon, tandis qu'en Angleterre, les conspirateurs levaient des étendards contre Richard. Mais le destin fut cruel. Une tempête dispersa la flotte d'Henri, la rébellion s'effondra, et Richard réagit avec férocité. Les chefs furent exécutés, et Margaret, découverte au cœur du complot, semblait condamnée. Seul son mariage avec Thomas Stanley, un homme trop utile pour que Richard le perde, lui sauva la vie. Stanley intercéda, et la peine capitale fut commue en assignation à résidence et la confiscation de ses terres. Beaucoup auraient renoncé à ce point, mais pas Margaret. De sa prison, elle continua à conspirer avec la même patience froide qu'elle avait cultivée toute sa vie. Des codes encore plus raffinés, des serviteurs loyaux qui transmettaient des messages, des contacts secrets avec des ambassadeurs étrangers, tout faisait partie d'un réseau silencieux qui ne se brisa jamais. Pendant que Richard était couronné, elle préparait le terrain pour le retour de son fils. Car Margaret le savait, chaque échec n'était qu'un essai, chaque défaite un pas de plus vers la victoire finale. Le plateau était taché de sang, mais il restait un coup à jouer et elle était prête à tout miser pour le triomphe d'Henri Tudor. Août 1485. Après des années d'exil, d'incertitude et de conspiration, Henri Tudor débarqua au pays de Galles avec une armée modeste mais déterminée. L'heure de vérité était arrivée. Le 22 août, sur les champs de Bosworth, se livra la bataille qui déciderait du destin de l'Angleterre. Richard III, l'usurpateur, lutta avec férocité jusqu'au dernier moment, mais à l'instant décisif, les forces de Thomas Stanley, mari de Margaret, changèrent de camp et rejoignirent Henri. Ce fut le coup de maître qu'elle avait patiemment cultivé pendant des années. Richard tomba dans la boue, mort, et avec lui s'éteignit la légitimité des York. Henri fut proclamé roi sous le nom d'Henri VII,
fondateur de la dynastie Tudor. Margaret, qui avait supporté la douleur d'une enfance brisée, la perte de son innocence, l'exil de son fils et des décennies d'intrigues, devint la femme la plus puissante d'Angleterre. Elle était la « mère du roi », un titre qui lui conférait une influence sans précédent dans un royaume fraîchement né de la guerre. Cependant, sa relation avec Henri ne fut jamais celle d'une mère ordinaire. Cet enfant qu'elle avait mis au monde entre cris et sang à Pembroke n'existait plus. Il s'était transformé en un roi distant, modelé par l'exil et la politique. Margaret l'avait protégé, avait conspiré et tout sacrifié pour lui. Mais le prix fut la renonciation à une maternité pleine. Mère et roi étaient unis par un lien indestructible, bien que marqués par l'absence et le devoir. Les années suivantes confirmèrent l'ampleur de son héritage. Henri VII épousa Élisabeth d'York, unissant les deux maisons rivales et mettant fin aux guerres des Roses. La nouvelle dynastie apporta la stabilité à un royaume déchiré, et Margaret joua un rôle fondamental dans les fondations de ce pouvoir. Elle administra des terres, fonda des institutions religieuses et éducatives, et laissa son empreinte comme une femme d'une intelligence féroce dans un monde dominé par les hommes. Elle mourut en 1509, quelques jours après avoir vu couronner son petit-fils, Henri VIII. Avec elle disparaissait une vie marquée par la tragédie, mais aussi par une détermination inébranlable. Cet enfant de 13 ans qui avait crié de douleur dans une chambre glaciale de Pembroke avait transformé sa souffrance en pouvoir, sa maternité en une dynastie et sa foi en un héritage éternel. Aujourd'hui, sa tombe à l'abbaye de Westminster repose en silence, avec des inscriptions qui exaltent sa piété et sa grandeur. Mais ce qui ne s'entend pas dans la pierre, c'est l'écho de ce cri lointain, la voix d'une enfant forcée d'être femme trop tôt, qui par son sacrifice changea pour toujours le cours de l'histoire de l'Angleterre.